Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Aymeric Fortin, je suis le directeur des formations de master à l'École des Ponts ParisTech et je suis aussi responsable de la formation au développement durable au sein de cette école d'ingénieurs. J'espère que vous me voyez, que vous m'entendez. Si il y a des participants parmi vous qui peuvent me confirmer dans le chat que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, ça me rassurera et ça me permettra de démarrer cette présentation. Donc, pendant laquelle je vais effectivement vous parler à la fois de ce que ça peut vouloir dire que de se former à un développement durable de manière générique et puis peut-être de manière un petit peu plus spécialisée. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Parfait. Merci beaucoup. Donc, évidemment, aujourd'hui, les jeunes diplômés et les futurs diplômés ont un intérêt marqué pour les contenus des postes qu'ils vont occuper, qui sont de loin les premiers critères devant des questions, on va dire, plus terre à terre, de rémunération, etc. Et donc, on voit qu'effectivement, cette montée croissante des préoccupations environnementales, mais aussi de la volonté d'agir en cohérence avec son système de valeurs et dans une ambiance de travail agréable sont des éléments essentiels qui sont valorisés par les élèves. Mais la question qui se pose, du coup, c'est bah oui, mais si je veux faire ça, de quelles compétences je dois disposer? Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter un petit peu rapidement, en commençant par rappeler quand même très brièvement quelques éléments d'enjeu. Donc, vous le savez, on a une explosion des émissions de gaz à effet de serre et malheureusement une dynamique qui n'est pas très bonne, puisqu'on voit que les pays en développement sont devenus majoritaires dans ces émissions de gaz à effet de serre depuis une quinzaine d'années maintenant, et on voit que même leur responsabilité historique devient déjà assez largement marquée. Donc, on a un énorme problème de changer le système énergétique à l'échelle mondiale. En parallèle de ça, on a une empreinte matière qui reste extrêmement forte, c'est-à-dire que vous voyez ici que par habitant en France, nous consommons chaque année 12 tonnes de matière, alors beaucoup évidemment dans le BTP, mais pas uniquement, dans l'agriculture, dans un certain nombre de produits que nous achetons. Et la dématérialisation supposée de nos économies ne s'accompagne absolument pas d'une baisse des quantités de matière, à tel point qu'aujourd'hui, pour vous donner un petit chiffre un peu illustrant l'impact de ça, on estime que ce qui a été construit par l'homme, donc sorti de terre et qui est incarné dans des objets, dans des bâtiments, etc., pèse plus lourd que l'ensemble de la biomasse. Donc c'est vous dire l'importance de l'empreinte humaine, mais vous le savez déjà, hein, et c'est la raison pour laquelle on voit que beaucoup de jeunes veulent s'orienter vers des secteurs qui appréhendent ces enjeux-là, notamment autour de l'environnement et des énergies, ou du conseil qui va permettre peut-être d'évoquer ces points-là. Mais l'idée, c'est que ce développement durable, ces transitions dont nous souhaitons tous être acteurs, c'est pas qu'une affaire de spécialistes, c'est aussi l'affaire de chacun là où il est. Et donc, l'idée, c'est que on est dans un monde qui a évolué et que cette évolution du monde implique que nous ayons des nouvelles compétences qui complètent les anciennes. Alors, très rapidement, si on veut caractériser ce monde par rapport à celui qu'il était il y a peut-être une cinquantaine d'années, ce qui va être vraiment prégnant, c'est que on est avec des problématiques qui sont d'une complexité croissante, et cette complexité, elle vient du fait que de plus en plus, vous avez une interrelation entre les différentes dimensions des systèmes, et donc vous avez des problématiques, qu'elles soient de mobilité, de finance, de construction, de digital, etc., qui sont en fait toujours multidimensionnelles. C'est-à-dire qu'il y a toujours des composantes techniques, mais aussi des composantes humaines, des composantes juridiques, des composantes économiques, des composantes peut-être politiques, stratégiques, etc. Ce qui fait que ce qu'on va demander aux futurs diplômés, c'est la capacité, non pas à optimiser chacune des sous-dimensions, comme c'était le cas jusqu'à il y a une vingtaine d'années, mais d'être capable d'hybrider ce que l'on produit en fonction de ses compétences, sur le plan technique si on est un ingénieur, sur le plan juridique si on a fait du droit, sur le plan économique si on a fait des études d'économie, etc., d'hybrider ça de manière à l'articuler avec les autres dimensions du problème. Et donc, on est une pièce du puzzle, mais il faut du coup qu'on travaille la forme de cette pièce pour qu'elle puisse s'assembler avec les autres pour proposer des solutions aux enjeux de la durabilité.
Et le problème, c'est que ces enjeux de la durabilité, ils sont caractérisés par des choses dont on n'a pas forcément l'habitude, notamment si on est dans une école d'ingénieurs, qui sont par exemple l'ambivalence. Le fait que sur un sujet donné, il puisse y avoir différents points de vue qui ne sont pas cohérents, qui peuvent être un peu orthogonaux, parfois un peu contradictoires, sans qu'il y en ait un qui ait raison et l'autre qui ait tort. Voilà, il n'y a pas unicité de la solution, il n'y a pas unicité des dimensions à analyser. Et donc voilà, on est dans un monde qui est caractérisé par ça, caractérisé par le fait qu'on n'est pas dans un monde où les problèmes sont bien posés, ils sont posés de manière incomplète, dans un monde dans lequel il y a des controverses scientifiques, donc on n'est pas forcément complètement stabilisé sur les enjeux, où il y a une défiance qui s'est faite jour, et donc des incertitudes qui vont au-delà des risques, donc sur des systèmes complexes comme le climat, comme la biodiversité, qui ont des points de rupture qu'on a du mal à identifier, des irréversibilités, etc. Donc dans ce monde-là, eh bien, il y a évidemment des compétences standards qui étaient attendues des ingénieurs, qui demeurent tout à fait pertinentes sur tout ce qui va être l'approche scientifique, donc de recherche, d'analyse, de critique, de modélisation, la remise en avant de l'observation et de la mesure qui va nécessiter d'ajuster vraiment de manière très fine les indicateurs qu'on va utiliser pour évaluer une performance environnementale, ne pas se limiter au CO2 ou à des indicateurs un peu trop frustes, essayer d'avoir une vision un peu plus fine des choses. Mais on voit aussi qu'il y a des compétences nouvelles qui vont être sur l'articulation, au-delà de l'efficacité et l'introduction de la résilience des stratégies qu'on va déployer, la capacité à mettre la sobriété au cœur de nos programmes. Donc, il n'y a pas que l'efficacité technico-économique, il y a aussi la recherche de le moindre impact environnemental et la sobriété matière. Et la question d'accompagnement des transitions, donc de la création des récits, de l'embarquement des personnes avec lesquelles on travaille. Donc tout ça, ça nécessite, vous voyez, des évolutions dans la façon dont on forme les ingénieurs. Alors, très rapidement, il y a un guide référentiel qui a été produit par la Conférence des grandes écoles et des présidents d'université, donc deux instances un peu essentielles de l'enseignement supérieur, qui ont dit, bah voilà, pour être acteur d'un développement durable, et les termes ont de l'importance, le développement durable, il ne se joue que dans l'action, et c'est un développement durable parce qu'il n'y a pas de définition univoque et chacun d'entre vous va se construire sa propre conviction autour de ces sujets-là. Bah, une façon de faire, c'est de dire si je mobilise un certain nombre de compétences qui sont ma capacité à appréhender les choses justement de manière systémique, donc de manière multidimensionnelle, en tenant compte des échelles de long terme, en faisant de la prospective pour regarder comment mes actions vont décliner leurs conséquences dans le temps. Et ce temps étant par nature incertain, puisque je ne peux pas prévoir le futur, il faut que du coup mes stratégies puissent s'adapter à l'évolution du monde. Il faut que je puisse co-construire mes solutions parce que bah voilà, elles sont multidimensionnelles, parce que les diagnostics à établir sont aussi multidimensionnels. Il faut que je sois capable d'accompagner donc les transitions, et tout ça en étant honnête avec moi-même et donc en assumant ma loyauté à la fois vis-à-vis de mon employeur, mais aussi vis-à-vis de mes collaborateurs, vis-à-vis de l'ensemble des personnes que mes actions vont impacter, et surtout vis-à-vis de moi-même, et donc que j'aligne mon système de valeurs et mes actions. Alors du coup, nous à l'école des ponts, on s'est, comme j'ai co-dirigé avec mon collègue Didier Munet la production de ce guide, bah, on s'est évidemment inscrit en cohérence avec cette dynamique de formation-là. Et pourquoi on a pu le faire? Parce que effectivement, l'école des ponts est une école qui, historiquement, était rattachée au ministère de la Construction, et donc de l'équipement et des Transports, ministère qui est devenu ministère du Développement durable puis de la Transition écologique. Cette évolution de notre ministère, elle est parallèle à l'évolution des problématiques sur lesquelles on a travaillé. Au début, on a été évidemment là pour construire des infrastructures. Et puis, évidemment, on s'est rapidement intéressé aux impacts de ces infrastructures sur les territoires, sur les gens, ce qui nous a très rapidement amené à, à, à intégrer les personnes, donc les sciences sociales, dans nos formations, et on développe évidemment cette dynamique-là dans nos formations. Donc, est-ce qu'il y a alors, je répondrai aux questions peut-être un peu au fur et à mesure, du coup, ça sera peut-être plus interactif. Excusez-moi si ça découle un petit peu ma présentation. Est-ce qu'il y a des débouchés dans l'économie verte? Oui, il y a énormément de débouchés dans l'économie verte, mais la transition n'est pas, encore une fois, qu'une affaire de spécialistes. Et donc, de toute façon, quel que soit le poste que vous allez occuper, il va être transformé par les enjeux des transitions.
Et donc, oui, il y a beaucoup de choses autour des énergies décarbonées. Oui, il y a beaucoup de choses autour de l'économie circulaire. Oui, il y a beaucoup de choses sur tout ce qui va être associé à l'économie de la fonctionnalité. Donc, comment on arrive à réduire l'empreinte matière tout en maintenant une qualité de service, voire en améliorant la qualité de service. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans des métiers un peu de spécialistes, mais il y a aussi beaucoup de transformation des métiers standards. Les conditions d'admission pour intégrer l'école des ponts, elles sont diverses selon que vous souhaitez intégrer le cycle ingénieur, auquel cas vous allez le faire de manière très classique après des classes préparatoires, ou si vous voulez intégrer des masters de l'école des ponts, soit au niveau M1, soit au niveau M2, auquel cas vous pouvez tout à fait le faire après une licence ou après une première année de master, si vous intégrez directement les M2, en candidatant directement. Alors, quels enseignements de spécialité doit donc garder un terminal? Alors ça, c'est une question extrêmement vaste. Il est évident que pour intégrer une école d'ingénieur, les mathématiques restent centrales. Après, si vous voulez intégrer des classes prépa, ça dépend un peu du type de classe prépa que vous voulez intégrer. Et si vous voulez avoir un cheminement un petit peu différent, passez d'abord par un cycle universitaire ou par des écoles à prépa intégrée. Il y a plusieurs possibles, mais il est évident que les composantes scientifiques restent essentielles pour s'orienter dans les formations que nous proposons. Juste pour vous illustrer que la démarche que nous avons en termes de formation aux transitions, c'est une démarche que nous partageons à la fois avec nos chercheurs, bien évidemment, mais aussi avec nos partenaires industriels, puisque sur les 12 chaires de l'école des ponts, on en a 3 qui sont directement positionnés sur les enjeux du développement durable, 2 qui parlent plus spécifiquement d'environnement, et puis 5 sur des questions de mobilité et de logistique durable. Et vous voyez que ici, vous avez quelques couvertures des 4 derniers cahiers des ponts. Donc les cahiers des ponts, c'est des cahiers dans lesquels on met en avant ce que nous réalisons à la fois en termes de formation, de recherche et de partenariat industriel. Et vous voyez que à la lecture des thèmes de ces cahiers des ponts, on voit bien le positionnement aujourd'hui qui est celui de l'école des ponts. Est-ce qu'après avoir fait des sciences humaines, on peut intégrer une formation à l'école des ponts? Oui, tout à fait. Tout à fait. Un certain nombre de masters que nous proposons, notamment le master, des masters en énergie et les masters en mobilité durable, sont intégrables après une formation en sciences humaines. Évidemment, il y a quand même la nécessité que dans cette formation en sciences humaines, que ce soit de la géographie, de l'économie, de la sociologie, il y ait quand même une composante un petit peu formalisée, donc que vous ayez quand même quelques bases en statistiques, par exemple, et que vous n'ayez pas peur d'aller vers un peu de modélisation quand on va essayer de comprendre comment les gens se déplacent, comment on peut représenter ça, etc. Donc, que vous ayez un minimum, que vous soyez un minimum à l'aise avec les outils de traitement mathématique, mais je dirais à un niveau relativement basique de terminal scientifique. Donc ça, ces formations en sciences humaines, elles sont plutôt, encore une fois, pour les masters, notamment les masters que je vais vous présenter tout à l'heure, donc les masters en mobilité durable et le master en transition énergétique et territoire. Donc, ah oui, pardon, alors là, du coup, j'ai un petit souci parce que l'animation ne passe pas. Alors ça, c'est bien embêtant. Donc, je suis désolé, du coup, j'aurais pas dû le faire comme ça. Donc, très rapidement, pour vous dire que au sein de notre cycle ingénieur, donc des formations non spécialisées autour de la durabilité, on a un tronc commun de formation aux transitions qui s'appuie sur une 70, ce qu'on appelle objectif de formation, c'est-à-dire des choses qu'un élève doit être capable de faire. Par exemple, il doit être capable de décrire comment on construit une démarche d'analyse démographique pour regarder comment la population mondiale va évoluer, qu'il est capable de faire une analyse de cycle de vie, d'en interpréter les résultats. Voilà, c'est ça des objectifs de formation. Et donc, parmi les objectifs de nos formations, on en a 70 qui sont centrés spécifiquement sur les questions des développements durables, dont un peu plus la moitié en tronc commun, de manière à ce que chaque étudiant développe une vision d'ensemble des enjeux et concepts du développement durable, notamment voilà, autour des limites planétaires, c'est-à-dire avoir vraiment une approche globale des problématiques environnementales et pas juste une focalisation sur le climat ou la biodiversité, mais aussi tenir compte de la pollution des eaux, de la pollution des sols, des cycles biogéochimiques, des problèmes liés aux nouvelles molécules que l'on synthétise et que la biosphère n'est pas capable de traiter.
Alors, non, l'école, enfin, avec un BTS informatique, vous n'allez pas pouvoir intégrer le cycle ingénieur. Vous allez pouvoir éventuellement rejoindre le cycle master, mais du coup, il va falloir faire une EL3 qui vous permette de rejoindre le cycle master. Vous n'allez pas pouvoir directement intégrer le cycle ingénieur. Sur ensuite, on a évidemment des compétences qui sont associées à la thématique énergétique, donc à la fois pour comprendre ce que c'est que l'énergie, comment ça se produit, comment ça se stocke, comment ça se transporte, mais aussi comment on en maîtrise la demande, comment on en produit localement des équilibres, puisque c'est ça aussi les transitions énergétiques, c'est le fait qu'on décentralise la production d'énergie, qu'on introduit des énergies qui ont une production intermittente, et donc il faut gérer ça, et puis surtout il faut nous sommes l'école des ponts sur les questions évidemment de transport et d'habitat, qui sont les deux principaux secteurs à côté de l'agriculture en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de consommation énergétique. Donc évidemment, les questions de maîtrise de la consommation énergétique sont centrales. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Non, a priori, il n'y a pas de limite d'âge. En tout cas, non, il n'y a pas de limite d'âge pour intégrer l'école des ponts. Après, nous proposons de la formation continue aussi, soit diplômante, soit non diplômante. Et donc, il peut peut-être y avoir des temporalités de formation plus courtes qui peuvent être adaptées à des gens qui sont en évolution professionnelle, en formation continue. Le troisième axe, c'est la capacité à évaluer les impacts sur l'environnement. Donc, ça va être beaucoup des questions d'analyse de cycle de vie sur la base desquelles on va construire de l'éco-conception, donc tenir compte des impacts environnementaux pour modifier la façon dont on peut produire un bien ou un service. Et puis, évidemment, mettre la sobriété au cœur des enjeux. Donc, il ne s'agit pas juste de produire la solution la plus efficace technologiquement ou la moins coûteuse, mais aussi la plus sobre en ressources. Ensuite, on a évidemment des objectifs qui sont liés à cette dimension systémique de l'analyse, et notamment la capacité à intégrer des analyses de nature complémentaire, techniques, économiques, juridiques, etc., sachant qu'on n'est pas des juristes. Donc, il faut travailler en bonne intelligence avec des juristes, avec des politistes, etc. On a un axe particulier évidemment, notamment avec les outils mathématiques de modélisation, d'évaluation des risques et des incertitudes et de leur gestion. Et enfin, quelque chose autour de la mise en œuvre, puisque encore une fois, ce qui est important, c'est d'agir pour un développement durable, donc de mise en œuvre des transitions, ce qui nécessite évidemment la co-construction avec les parties prenantes des diagnostics et des solutions, la construction des récits pour embarquer les gens avec nous sur ces transitions de manière à ce qu'elles soient les plus paisibles possibles. Donc voilà, au-delà de la formation d'ingénieur, donc qui comporte un certain nombre de cycles, de modules qui sont, voilà, vous voyez, 50 modules sur à peu près 350 que nous proposons, qui sont vraiment centrés sur les questions de transition. Et puis donc nous proposons un certain nombre de masters, donc certains, je vais vous les présenter un tout petit peu plus en détail, mais il va falloir que j'aille un petit peu vite. Et puis des masters spécialisés aussi. Donc master, c'est des diplômes de formation initiale reconnus par l'État, diplômes nationaux de master. Et puis des masters spécialisés, ce sont des formations de continues qui sont labellisées par la conférence des grandes écoles, qui correspondraient un petit peu à des formes de MBA avec un contenu un peu technique pour des gens qui, après une première expérience, veulent renforcer leurs compétences ou se réorienter légèrement. Et donc, nous avons 6 masters spécialisés qui traitent de ces questions, soit de durabilité, soit de transition énergétique. Donc, je vais vous présenter, peut-être pas toutes les diapos, sur 3 formations en particulier. Donc, le master transport et développement durable, que je dirige directement, qui réunit chaque année une dizaine de nationalités différentes pendant 3 semestres, pour former les acteurs de la mobilité durable, qui auront cette capacité justement à intégrer les dimensions économiques, territoriales, techniques, servicielles, pour faire émerger effectivement des mobilités qui soient accessibles pour tous, qui soient peu impactantes sur l'environnement, et qui génèrent des dynamiques de déplacement sur les territoires, de positionnement des gens dans les territoires qui soient tenables et qui soient souhaitables même. Et donc, c'est un master qui va s'appuyer sur un certain nombre d'éléments. Donc, l'analyse de la demande, c'est-à-dire pourquoi on se déplace et dans quelle mesure on pourrait essayer de maîtriser
l'explosion du nombre de kilomètres, à la fois du point de vue des déplacements domicile-travail, par exemple, mais aussi du point de vue de l'éclatement géographique des systèmes de production. Ensuite, on regarde quelles sont les différentes performances en termes de durabilité des modes ou de leurs combinaisons. On regarde comment tout ça peut évoluer dans le temps, avec notamment qu'est-ce qu'on peut attendre du progrès technique. Et puis ensuite, on commence à regarder dans le cadre analytique que propose l'économie, comment on peut mettre en cohérence la recherche d'une mobilité qui soit qui soit peu impactante sur l'environnement, qui soit économiquement accessible et qui soit socialement juste et qui soit politiquement co-construite. Et donc ensuite, on déploie un certain nombre de solutions dans le cadre d'ateliers. Donc, il y a 2 semestres de cours avec 420 heures de tronc commun et puis trois spécialisations, une autour de la logistique, une autour des services de mobilité et puis une plutôt autour de l'éco-conception et un stage. Voilà, l'idée, c'est que derrière, on a des gens qui deviennent designers, éco-concepteurs de services de mobilité ou d'infrastructures et de systèmes de transport durables, ou des gens qui vont développer la green supply chain, donc plutôt sur des questions de fret et de logistique. Mais comme on passe évidemment beaucoup de temps à appréhender ces questions de mobilité à travers le prisme du développement durable, dans toute la complexité, la prise en compte du long terme, etc., on a aussi des gens qui deviennent assez bons pour évaluer des stratégies RSE, des stratégies de transition d'entreprise, au-delà même du secteur des transports et des mobilités. Et puis évidemment, on a tous les métiers au sein des collectivités territoriales, de l'État, des bureaux d'études, autour justement de la planification du développement des systèmes de transport et de mobilité. Voilà. Et donc après, les étudiants peuvent rejoindre des entreprises assez diverses. Évidemment, les gestionnaires de réseaux de transport, mais aussi les constructeurs automobiles et les équipementiers qui se positionnent de plus en plus à l'interface entre le véhicule et le service de mobilité. Bien évidemment, tous les bureaux d'ingénierie et de conseil, les énergéticiens qui aussi se positionnent pas mal sur les questions évidemment de mobilité, notamment dans leur dimension d'électrification, et puis les organismes internationaux qui financent beaucoup d'infrastructures de transport. Il est effectivement possible de faire ce master en alternance dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Et donc le principe, c'est qu'alors, au lieu de faire le master sur 3 semestres, 2 semestres de cours et 1 semestre de stage, vous le faites sur 4, en étant la moitié de la semaine au sein des écoles et l'autre moitié dans l'entreprise. Donc l'alternance, elle n'est possible, en tout cas souhaitable, que en Île-de-France, puisque c'est là que se situent les écoles. Et évidemment, du coup, si vous le faites dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, évidemment, tout est pris en charge en termes de frais de scolarité par l'entreprise qui vous accueille, et puis vous bénéficiez d'un salaire. Donc, je confirme qu'effectivement, ce master est parmi le seul de formation initiale que nous proposons effectivement dans ce cadre-là, en alternance. Un autre master que nous proposons depuis 3 ans, c'est le master transition énergétique et territoire, donc qui dit bien son nom, c'est-à-dire que l'idée, c'est de dire qu'on ne va pas être positionné tellement dans ce master sur les questions de production d'énergie renouvelable, mais on va plutôt être en aval sur la chaîne, c'est-à-dire du côté de la demande. Encore une fois, comment on maîtrise la demande, notamment dans le secteur du bâtiment et puis dans le secteur des mobilités, et puis comment on pilote une stratégie territoriale de décarbonation et d'équilibre locaux d'offres-demande d'énergie. Donc pour ça, on a effectivement un certain nombre de compétences qui sont développées à travers ce master sur la compréhension, encore une fois, de ce que c'est que l'énergie, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mais aussi tous les outils de maîtrise à la fois, je dirais, techniques, sociaux, puisqu'il y a beaucoup de sociologie des comportements pour réduire nos consommations énergétiques ou leur caractère fossile, et puis les politiques qui peuvent soutenir, inciter à cette efficacité énergétique ou cette décarbonation. Il y a évidemment une dimension plus technique sur l'optimisation des réseaux et le pilotage fin des équilibres offre-demande, de manière à ce que tous les acteurs, les producteurs d'énergie, mais aussi vous et moi, qui pouvons à certains moments
arrêter notre chauffage quand le prix du kilowattheure monte, etc. Ou revendre un peu d'électricité qui est dans la batterie de notre voiture électrique pour pouvoir finalement la rentabiliser un peu plus. Tout ça, ça nécessite des outils d'optimisation technico-économique qui sont présentés dans ce master. Mais aussi d'inscrire du coup, ça, même si on est à des échelles locales, c'est toujours penser global, agir local. Évidemment, il faut que ce qui est développé en termes de stratégie énergétique à l'échelle locale le soit en cohérence avec des enjeux géostratégiques plus larges et notamment en cohérence avec les stratégies européennes associées aux questions de transition. L'idée, vous l'aurez compris, c'est qu'on n'est pas dans un master qui est uniquement technique, mais bien dans l'articulation entre le technique et l'humain. Il ne s'agit pas du tout d'être normatif, mais de bien regarder quelle a été des comportements de manière à ce qu'on puisse co-construire des solutions qui effectivement soient appropriées et donc permettent de baisser la demande. Est-ce que c'est un secteur qui paye bien? Oui, c'est un secteur qui paye relativement bien. Et ces compétences-là, en fait, sont assez nouvelles et sont très recherchées. Et il n'y a pas énormément de formations qui permettent de les avoir. Vous avez beaucoup de formations aujourd'hui qui sont justement plutôt centrées sur la question de la production des énergies renouvelables, beaucoup moins sur ce pilotage des équilibres offre-demande dans leur dimension technique ou comportementale, en articulation avec le politique, avec les acteurs industriels, etc. Et donc ça, c'est des compétences qui sont extrêmement précieuses et bien valorisées. Et les premières promotions que nous avons sorties ont évidemment eu aucune difficulté à bien se positionner sur des choses assez vastes, à différentes échelles, mais c'est des compétences qui sont très recherchées. Dans ce master-là, si la CV est enseignée, bien sûr, elle est enseignée notamment dans les deux spécialités autour de la maîtrise de la demande dans le bâti ou dans les mobilités. Elle n'est pas dans le tronc commun. Les masters en développement durable sont-ils accessibles après un bachelor en école de commerce? Oui. Encore une fois, comme je l'évoquais tout à l'heure, les deux masters que je viens de vous présenter, transport et développement durable et transition énergétique et territoire, sont ouverts à des gens qui n'ont pas une formation initiale d'ingénieur, à condition quand même qu'il y ait un peu de maîtrise des outils analytiques mathématiques, encore une fois à niveau terminal ou première année de licence en sciences. Donc, c'est évidemment des formations qui sont accessibles. Je ne peux pas vous répondre de manière précise, même chose sur les licences. Je ne vais pas lister toutes les licences. On est ouvert à des gens qui ont fait différentes choses. Donc, ça peut aller de la géographie à l'économie, effectivement aux écoles de commerce, à l'architecture, à l'informatique. Voilà, tout dépend en fait du projet de l'élève. Ce qui pour nous est important, c'est vraiment la cohérence entre ce que nous proposons dans nos formations, le profil de l'élève et son projet. On est là pour servir votre développement professionnel et donc on est assez ouvert aux profils initiaux tant que le projet est cohérent et que l'étudiant a bien conscience de ce qu'il va devoir peut-être éventuellement compléter dans le cadre du master ou peut-être même en amont du master pour pouvoir le suivre dans des bonnes conditions. Mais donc on est assez ouvert en termes de profil pour accéder à ces masters-là, donc il ne faut pas vous auto-censurer. On a plein de gens qui viennent des universités, des écoles de commerce, des instituts d'études politiques, etc. Très rapidement, j'évoque, je ne vais pas avoir le temps de le présenter de manière détaillée, j'évoque le master spécialisé en Management of Energy Project. Donc là, c'est vraiment un master spécialisé donc, qui s'adresse à des gens qui ont déjà une première expérience professionnelle et qui vont être chefs de projet de développement voilà, soit d'une centrale, soit d'un projet de stockage, etc. Et donc, on va avoir l'approche à la fois territoriale, juridique, financière, la gestion des risques, l'adaptation du projet au territoire, ce qui est évidemment extrêmement important, par arriver avec des solutions plaquées. Et donc, on propose cette formation que je vous invite à aller voir sur notre site si elle vous intéresse un peu plus. Donc, c'est vraiment une dimension à la technico-managériale de haut niveau. Est-ce que les formations
Est-ce qu'elles sont ouvertes à des gens qui ont 5 ans d'expérience en supply chain? Oui, tout à fait. Les masters que nous proposons, en particulier transport et développement durable, mais potentiellement transition énergétique et territoire, sont ouvertes, peuvent être tout à fait cohérentes. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez échanger de manière un peu plus précise, hein. Je vais aller directement à la fin. Voilà mon mail, hein, emerickfortin@enpc.fr. De toute façon, vous trouvez tous mes contacts, tous nos contacts sur notre site. N'hésitez pas à nous contacter si ces formations vous intéressent et vous souhaitez en savoir un peu plus ou échanger avec nous sur ce qu'elles peuvent, là où elles peuvent vous emmener. Voilà, mon temps de parole est maintenant terminé. Très bonne soirée à tous.